Nous allons ouvrir la séance du conseil municipal. Avant l'ouverture de cette séance, je vous demanderai que nous fassions une minute de silence pour M. Samuel Paty. Avant de commencer, on va désigner le secrétaire de séance, qui est donc le plus jeune. C'est le moment préféré de Guillaume Cordoba. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Qui est pour? Merci beaucoup. Merci. Du coup, on commence. Béatrice Donfillon-Cavassa. Présent. Daniel Guérand. Présent. Sonia Bourgui Marcelli. Présent. Joanne Michelos. Présent. Marielle Veillet. Présent. Éric Dessailles. Présent. Roland Nicole Andras. Présent. Dominique Chel. Présent. Marie-Dominique Bagou. Présent. Claire Parère. Sandra Vesperini. Présent. Rodolphe Lemaire. Présent. Fatma Touel Clément. Présent. Florent Alfornel. Présent. Nicole Ferréaux. Procuration à France Lefort. Stéphane Tardif. Procuration à Daniel Gouiron. Joël Albanès. Présent. Guillaume Bolland. Présent. Nathalie Aubrieux. Présent. Guillaume Cordoba. Présent. France Lefort. Présent. Christophe Cazard. Présent. Solange Arbutin. Présent. Louis Fouan. Procuration à Sonia Bourrelli-Marcelli. Anne Philippe-Petit. Agnès Pelins. Olivier Persson-Ducel. Procuration à Dominique Flao. Martine Aubier. Vous voulez remettre, s'il vous plaît? Vous l'avez avec vous? Non, elle m'a envoyé par mail, mais vous pourrez nous la transférer, s'il vous plaît? Oui. Donc, procuration à Ludivine Prigent. Marc Lévy. Absent, excusez. Eugénie Prigent. Présente. Christophe Neville. Procuration à Bernard Tardova. Dominique Lao. Et Bernard Tarbola. Présent. Alors, à votre lecture, le compte-rendu du dernier conseil municipal. Bonsoir. Bonsoir. Nous souhaiterions amender ce CR sur 4 points. Le premier, donc, si ça peut être rajouté au compte-rendu. Le premier s'agit de la démission donc, de Nathalie Sey, son remplacement par Anne Petit s'est présente. Ça a donc bien été annoncé au conseil municipal. Par contre, vous n'avez pas évoqué la démission de Romain Evadi qui se trouvait être juste après Madame Sell. Donc, est-ce que ça peut figurer au compte rendu? Alors, écoutez, déjà, Romain Evadi n'a pas démissionné puisqu'il n'a pas intégré le conseil municipal, puisqu'il a signé un compromis ailleurs. Il était bien à cette position sur Oui, sur la liste. mais il n'a pas démissionné puisqu'il n'a jamais intégré le conseil municipal. Donc il n'a pas pu étant donné qu'il avait signé un compromis sur notre commune. Voilà. Oui, ben, j'ai bien vu le débat puisque vous aviez communiqué autrement sur le sujet. Okay. Voilà.
Ensuite, donc, est-ce qu'on peut ajouter, comme il a été dit, les clauses environnementales au cahier des charges des travaux de voirie, au moins que ça figure au compte rendu, et la mise à disposition des fûts-velins aux conventions signées avec des entreprises ou des associations, que cela figure sur le site internet. C'était notre demande. Et pour finir, l'accès au marché paysagiste pour l'aménagement de la Rocade. Alors, le compte rendu du conseil municipal est un document qui se veut exhaustif. C'est très compliqué pour l'administration et pour Karine, donc en l'occurrence, qui s'occupe de tout ça, de tout reprendre à chaque fois. D'autant que vous remarquerez, et vous pourrez aller voir sur les autres communes, ce document, il est très très complet à Fuveau, il fait 17 pages à l'heure d'aujourd'hui. Donc, reprendre à chaque fois, c'est pas possible. Au niveau de la transparence, je pense qu'on peut difficilement faire mieux, parce qu'on met l'ensemble des choses, même si parfois il y a deux, trois choses qui ne figurent pas exactement comme vous le souhaiteriez. Mais par contre, il y a tous les conseils municipaux, je vous le rappelle, qui sont filmés et sur le site. Donc dorénavant, on ne fera plus reprendre les comptes rendus à Karine. Je trouve que c'est dommage, c'est juste 4 points à rajouter, c'est pas... C'est pas juste 4 points, demandez-le lui. Bon, dans ce cas-là, nous voterons pour. Très bien. Donc qui est pour, qui s'abstient et qui est contre. Donc, les informations du conseil municipal, donc compte rendu des décisions prises en vertu de la délégation du conseil municipal du 16 juillet 2020. Donc, conformément aux dispositions du Code des collectivités territoriales, j'ai l'honneur de vous rendre compte ci-après des décisions prises par délégation du conseil municipal. Donc, la numéro 2020-71, signature d'un contrat de location à usage de garage situé lieu-dit du Tuve avec Madame Janine Diletato pour une durée de 6 ans, à compter du 15 septembre 2020, moyennant un loyer mensuel de 93,40 €. La numéro 2020 de 72 à 80, vous avez l'ensemble des associations et ou auto-entrepreneurs qui exercent pour les activités périscolaires. Vous avez le nombre d'écoles, également le coût et la durée. Numéro 2020-81, signature d'une convention de mise à disposition de locaux et de matériel à titre gratuit avec l'association Ciel Bleu, utilisatrice de la salle dite du Rocher Bleu pour des cours de gymnastique pour les seniors de la commune, à compter du 29 septembre 2020 jusqu'au 6 juillet 2021. 2020-82, signature d'une convention avec le SIA en vue de faire bénéficier les enfants du canton participant au stage multisport et artistique pendant les vacances scolaires du 19 au 30 octobre 2020 de la cantine municipale moyennant un coût de 5 € de repas. Numéro 2020-83, désignation de l'entreprise Cookie Comet pour la création de 2 propositions de logos pour la ville de Fuveau pour un montant de 480 €. Numéro 2020-84, désignation de l'entreprise Philicom pour la création de 2 propositions de logos pour la ville de Fuveau pour un montant de 500 € hors taxe. Numéro 2020-85, signature d'une convention de mise à disposition de locaux et de matériel à titre gratuit avec l'association Entraide Solidarité 13, utilisatrice de la salle dite du Rocher Bleu, pour des cours de danse en ligne pour les seniors de la commune à compter du 9 octobre 2020 jusqu'au 2 juillet 2021. 2020-86, signature d'un contrat de maintenance avec la société Protex pour la vérification, l'entretien et la fourniture des matériels de sécurité incendie, extincteur, RIA, désenfumage, alarme incendie, pour un montant annuel de 4 174 € hors taxe, à compter du 1er octobre 2020 pour une durée de 3 ans. La 2020-87, encaissement de la somme de 438 €, premier versement en attente du recours, versé par SHAM Assurance au titre d'indemnisation suite à la dégradation par un véhicule de mobilier urbain à l'impasse des Vertus, survenu le 9 juin 2020. 2020-88, désignation du groupement Oriel AMO, Alpha IANCO, Prisma Duo, architecte pour une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la requalification et l'agrandissement du groupe scolaire de la Barque, pour un montant de 40 025 € hors taxe.
La numéro 2020-89, encaissement de la somme de 882 € versée par SHAM Assurance au titre d'indemnisation suite à la même dégradation par le même véhicule de mobilier urbain le 9 juin 2020. Numéro 2020-90. Renouvellement de la convention avec la commune de Châteauneuf-le-Rouge pour la mise à disposition de 2 agents du service technique de FUBO et d'une nacelle pour des opérations ponctuelles d'installation et d'enlèvement d'illumination. La commune de Châteauneuf-le-Rouge prendra en charge le montant des salaires, primes, indemnités et charges sociales au prorata du temps de mise à disposition et le montant des frais afférents au déplacement et au véhicule à raison d'un forfait journalier de 310 €. Cette présentation nous donne lieu à vote. Si vous avez des questions. Moi, j'ai une interrogation au niveau de main sur les 20, 20, 72 à 80. Comment ont été choisies ces activités et où ces intervenants? Comment la répartition des activités s'est-elle faite? Serait-il possible d'avoir accès aux conventions de ces 9 associations? Et combien d'heures sont réparties par activité et par école, s'il vous plaît? Alors, je vais faire le début d'une réponse, puis après, je vais laisser Johan répondre sur tout le reste. Je ne pas la fin. Sachez que chaque année, il est demandé aux parents ainsi qu'aux enseignants, aux enfants, ainsi qu'aux enseignants leur retour sur les activités. Et c'est les enfants qui choisissent quelles activités ils souhaiteraient voir se renouveler sur l'année d'après, bien évidemment en accord avec le personnel enseignant. Ensuite, c'est le service enfance qui interroge l'ensemble des associations et auto-entrepreneurs, FUVELIN de préférence. Et si on ne trouve pas pour l'activité, c'est une association extérieure à FUVO. Je te laisse finir, Yoann. Merci. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, puisque vous avez assisté de nombreuses fois au comité technique en point de net, on en a largement parlé, que ces activités sont choisies après concertation avec les élèves, sont choisies par les directeurs périscolaires sur site. Nous avons la chance à FUVO d'avoir un directeur périscolaire par site d'école. Donc c'est eux, en fonction du projet, en fonction de ce qui est demandé, en fonction des qualifications des intervenants, qui sont chargés de recruter ces intervenants. Cela peut être des associations ou des auto-entrepreneurs aussi parfois. Petite précision, je ne me souviens plus de toutes les questions, désolé, on reprendra après si. Oui. Pour l'instant, à ce jour, sur 14 intervenants, 9 sont fuvelins. On a dit de préférence, mais ce n'est pas toujours possible. Je pense notamment en ce moment, nous avons dans certaines écoles une activité cirque. Nous n'avons pas forcément d'association cirque sur la commune. Mais 9 sur 14 sont fuvelins. Sur la semaine, si ça vous intéresse, j'ai 64 heures d'atelier durant la pause américaine. Sur ces 64 heures, 54 sont dans les écoles élémentaires, 2 à Sainte-Marie et 8 en maternelle. 40 heures de ces 64 sont faites par des prestataires extérieurs, 24 par du personnel municipal. Qu'est-ce que je peux vous dire? Chaque association ou auto-entrepreneur est payé le même taux, ouais, 45 € de l'heure. Sachant que ce taux est largement financé par la CAF. Voilà. Je vous rappelle aussi que les ateliers sont payants avec une participation symbolique des familles qui est de l'ordre de 5 € l'année pour les élémentaires. Et que les enfants participent à l'atelier sur le volontariat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas besoin de suivre un cycle complet. Un jour, il y a l'atelier, j'ai envie d'y aller, je m'y inscris, j'y vais. Voilà. Concernant les conventions, c'était une des questions, récupérer les conventions. Honnêtement, je ne sais pas là comment ça se passe. La convention, elle est faite entre le service en France et l'association. Je ne sais pas. Laurence, peut-être? Oui, elles sont publiques, elles sont auprès de la Direction Générale des Services et elles sont publiques. Et il y avait d'autres questions que je vais oublier peut-être? Non. Comment est-ce que vous expliquez que certaines écoles et différentes
jusqu'à 6 possibilités alors que d'autres n'en ont qu'une. Qu'est-ce qui explique une telle différence? D'autre part, quand on fait la somme, on arrive à 49 030 €. Est-ce que ce n'est pas passible d'un marché, d'une consultation publique, parce qu'on est sur une unité fonctionnelle? Je laisse répondre à la question comptable, puisque c'est pas moi. Alors, par rapport à la question par rapport au marché, ce n'est pas passible d'un marché, on est en dessous des seuils formalisés. Et puis il y a bien une consultation organisée, puisque là je regardais 1, 2, 3, 4, 5, 6 associations FUVELEN différentes qui ont postulé. Il y a 2 associations hors FUVO et après il y a des intervenants en indépendant. Et quant à l'autre question qui était, il y a des écoles qui n'ont qu'un choix, voilà, enfin, je pense que Yoann peut répondre, mais a priori, non. Alors, sur les différences de propositions, cela s'explique tout simplement par le niveau des enfants. Donc, il y a plus de propositions en élémentaire qu'en maternelle, et le nombre d'enfants scolarisés. Il y a plus d'ateliers proposés sur l'école élémentaire Augier, puisqu'il y a plus de places que dans les autres écoles. Il y en a, sauf erreur de ma part, il y en a 6 proposés à la BARC. La BARC est plus petite que Louvière, et Louvière en a 5, pas grand-chose, mais après, voilà, Roque-Martine en a même. Dans 4, pardon, il y en a un peu plus. Non, alors, il y a aussi la difficulté de trouver des ateliers. Là, je vous ai donné le nombre d'heures que nous avons, et nous n'avons pas tous les ateliers qui sont pleins. Parce que nous avons du mal à recruter sur ces créneaux-là aussi. Il manque certains créneaux. Donc ça explique aussi le manque d'ateliers. Je vous rappelle aussi que ces ateliers, il faut se remémorer pourquoi ils sont là, pourquoi ils ont été mis en place. Il ne s'agit pas de proposer une énième récréation ou une énième activité récréative aux enfants. À la base, ils sont là, certes, c'est ludique, c'est plaisant, c'est attrayant, attractif pour les enfants, mais ils sont surtout là pour permettre d'éviter des zones de conflit, des tensions dans les écoles, dans les cours, puisque le temps de récréation de pause méridienne, vous le savez, c'est un moment qui est long, et où les enfants sont plutôt laissés à eux-mêmes sous surveillance, mais où, comme le temps est long, ils sont beaucoup moins cadrés que sur du temps scolaire. Donc pour éviter que ce temps-là dégénère, parce que l'excitation des enfants provoque ça, naturellement, ces ateliers sont mis en place. Et ils sont mis en place avec succès, je dois dire. Malgré tout, notre priorité est, et a toujours été et sera toujours, l'accueil des enfants. C'est-à-dire que si nous manquions de personnel un jour, à midi, pour le repas, pour la surveillance du cours, etc., l'atelier sera annulé et la personne sera en remplacement. Voilà, qu'on soit bien clair aussi là-dessus. Ça, c'est possible maintenant avec le personnel municipal. Pardon ? C'est possible avec les personnels municipaux. Oui, mais c'est ce qu'on fait. Et il arrive aussi parfois que l'on n'ait pas d'atelier, que l'on manque de monde, et c'est même le directeur périscolaire qui prend ce rôle-là. Donc notre but, nous, est de proposer un accueil de qualité. Et l'atelier en fait partie, mais c'est un plus. Et c'est lui qui doit, entre guillemets, sauter s'il y avait un souci, puisque c'est la surveillance qui restera prioritaire, et la prise du repas. Comment ? Le nombre d'ateliers actuel sur Rimbaud, donc il y en a 5, 10 heures. Élémentaire Rouvière, j'ai entre 20 et 22 heures par semaine, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ateliers sur Rouvière. Élémentaire. Excusez-moi, je vous coupe. Est-ce que c'est un document qu'on peut récupérer? Ça évite de prendre en note. Oui. Le nombre d'heures par école, etc. Oui. Bon, alors, oui, il n'a peut-être pas encore été diffusé à tout le monde, mais de toute façon, c'est un document qui va être diffusé très prochainement au comité technique. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, du coup... Non, mais c'était bien pour dire qu'il n'y avait pas... Oui, il n'y a pas 5 ateliers à l'élémentaire. Il n'y a pas tout de ça. Non. Et à la barre, il ne faut pas oublier que la barre, c'est une école primaire. Donc elle cumule des ateliers pour l'élémentaire, plus des ateliers pour la maternelle, et comme c'est une école primaire, tout comme la Roque-Martine,
nous avons ce que l'on appelle les ateliers passerelles, qui permettent de faire le lien entre ces élèves d'élémentaire et de maternelle. Donc on a un atelier passerelle. Il est arrivé dans le passé, ces dernières années, que l'on n'arrive pas à trouver la bonne personne parce que c'est un atelier spécifique. Tout le monde n'est pas capable de faire un atelier auprès des enfants de maternelle et d'élémentaire en même temps. Donc quand on n'avait pas le personnel pour, l'atelier passerelle sautait aussi, puisqu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Donc c'est aussi pour ça que la barre peut sembler avoir plus d'heures. Ça s'explique par rapport, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, au niveau des élèves sur le site. Moi, je ne faisais pas l'aparté sur le nombre d'ateliers, je faisais l'aparté sur le nombre d'activités. Au regard du tableau qui nous a été donné, le nom de la barre apparaît 6 fois, donc ça, pour moi, ça fait 6 thèmes différents. Ah, mais Ça n'a rien à voir avec le nombre d'ateliers. Dans celui-là Celui que j'ai reçu, en fait. Oui, mais alors ça, il se trouve que c'est ce qui a été, entre guillemets, payé. D'accord. C'est pas l'ensemble des activités, puisque le mois dernier, il me semble qu'on en avait déjà quelques-unes, le mois prochain, il y en aura peut-être d'autres. Donc en fait, là, il se peut que ce soit le directeur Périsco de l'école de la Barre qui ait fait sa régie, entre guillemets, qui fait passer sa délibération, et on peut avoir une délite que pour la Barre. Il n'y a que la Barre. Oui, vous doutez bien que ce n'est pas transparent pour nous. Donc voilà. C'est pour ça qu'on interroge. Merci. Il n'y a pas de souci sur le sujet. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe à la... La question, c'est de savoir si c'est passé en commission des marchés. T'es à 88 hein? Oui. Ouais, il faut 40 000 euros. Comment? Vas-y pour les marchés, tu peux répondre. Non, là, cette attribution n'est pas passée en commission d'appel d'offres. Faites pas passer les conventions, les marchés en commission d'appel d'offres. Madame, les commissions d'appel d'offres, légalement, nous sont à organiser à partir d'un certain seuil. Et nous sommes très loin de ce seuil. Oui, mais Ce qui a été décidé à FUVO, c'est que tous les marchés autour de 200 000 euros et plus passent en commission d'appel d'offres. Tous ceux qui sont en dessous font l'objet de décisions et d'une information au conseil municipal, comme le prévoit et le permet la loi. D'accord, ça ne s'appelle pas commission d'appel d'offres, effectivement, ça s'appelle commission des marchés. Sauf que la commission des marchés légalement n'existe pas. Voilà, la commission d'appel d'offres un choix qui est fait justement pour plus de transparence. Le groupe d'appel qui est fait Pour les travaux, c'est 5 millions d'euros. Pour les travaux, c'est dans les 5 millions d'euros hors taxe. Donc vous voyez, nous, à FUVO, la décision avait été prise au-delà de 200 de les passer en CAO. Et même 200, il est bien loin du seuil obligatoire des marchés formalisés. Alors moi j'ai une question sur la 2082, la 2083, concernant les logos de la ville de FUVO. On aimerait savoir comment vous avez choisi ces deux entreprises. À mon sens, il y en a d'autres à FUVO. Qu'est-ce qui a porté votre choix sur ces deux-là? Tu vas se répondre, Marie? Alors, nous avons évoqué donc, le sujet en comité de pilotage du site. Bon, a priori, vous n'avez pas eu l'info. Donc, en fait, nous avons consulté des entreprises FUVOLEN, parce que le but, c'était donc de passer par une entreprise FUVOLEN. Et en fait, certaines ont répondu, d'autres n'ont pas répondu, d'autres n'ont pas donné suite. Et donc, on a choisi, en fait, ces deux entreprises, Ficomet et Filicom, donc, qui ont répondu et qui ont répondu notamment aussi à notre manière de procéder, c'est-à-dire que en fait, ils nous ont livré donc deux logos chacun et que l'on va mettre au vote de la population via donc, le site internet, le réseau journal municipal.
Alors on passe à la délibération numéro 2.1 pour les affaires générales et une subvention exceptionnelle en faveur de l'association des maires et présidents d'intercommunalité des Alpes-Maritimes. Au sujet de la tempête Alex qui, le 2 octobre 2020, a ravagé les vallées de la Vésubie, de la Roya et de la Tinée, provoquant des inondations destructrices avec tous les dégâts que l'on connaît et que l'on voit malheureusement. La commune souhaite s'inscrire dans une démarche de solidarité avec les communes touchées. Donc nous proposons au conseil municipal d'allouer une subvention exceptionnelle à l'association des maires et présidents d'intercommunalité des Alpes-Maritimes. Cette subvention peut être de 1 500 €. Ceci étant exposé, il est donc demandé à l'Assemblée délibérante d'adopter les termes de la délibération suivante. La commune de Fubot, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L-2121-29, entendu le rapport de la présentation, considérant que la commune souhaite s'associer à l'élan national de solidarité en faveur des sinistrés de la tempête sur le territoire des Alpes-Maritimes, décide à l'article 1 d'autoriser Madame le maire à verser une subvention exceptionnelle de 1 500 € à l'association des maires et présidents d'intercommunalité des Alpes-Maritimes, et article 2 de donner le pouvoir à Madame le maire pour signer tous les documents relatifs à cette décision. Alors nous sommes bien sûr complètement en accord avec ce qui vient d'être dit et solidaires de tous ces malheurs qui peuvent tomber dessus en ce moment, et notamment celui-là. Ce qu'on souhaiterait, si c'est possible, c'est avoir les éléments, tous les éléments quand vous nous envoyez les documents 5 jours avant. Sur cette délibération notamment, on n'avait pas le montant de la subvention. On est bien sûr d'accord sur le fait de donner une subvention. Et on souhaite avoir, si c'est possible, plus de précision sur les documents que vous nous envoyez avant le conseil. C'est tout. Très bien. Qui est contre? Vous ne connaissez pas le montant Non, sinon on l'aurait mis. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc tout le monde est pour. Merci beaucoup. Sandra, s'il te plaît. Alors, le règlement intérieur des salles communales, avenant numéro 1, modification des tarifs. Par délibération numéro 19, en date du 19 février 2018, le conseil municipal a adopté le règlement intérieur des salles communales. Il est proposé aujourd'hui à l'Assemblée délibérante d'approuver l'avenant numéro 1 de ces règlements intérieurs modifiant l'annexe 2 portant sur les tarifs de location des salles communales. Aussi, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver l'avenant numéro 1 du règlement intérieur des salles communales, modifiant l'annexe 2 portant sur les tarifs de location des salles communales, tel qu'annexé à la présente. J'ai une question. Oui. Qu'entendez-vous par séance en ce qui concerne les entreprises? 20 € par séance. Est-ce que c'est une durée de réservation? Est-ce qu'une entreprise va payer 20 € qu'elle réserve une heure ou une journée? Oui. Est-ce que vous pouvez les vendre? Ça dépend de ses besoins. Si effectivement elle a besoin de 2 heures, elle paiera 20 €. Si elle a besoin d'une heure, c'est la séance. Et la journée, ce sera 20 € aussi. Okay. Est-ce qu'il serait intéressant peut-être de le clarifier dans le règlement intérieur pour que ce soit plus clair? C'est vrai qu'on se posait la question de savoir ce que c'était qu'une séance en fait. C'est un montant complémentaire en fait. C'est ça. Et ça parle d'une modification. C'est quoi exactement la modification? Alors, auparavant, justement, pour les associations fuvelaines, c'était payant. Donc on a mis la gratuité pour les associations fuvelaines. Donc ça, c'est une première modification. On a également réparti en 3 catégories les fuvelins. Donc on a réparti associations, particuliers et entreprises. Et de la même manière sur les non-fuvelins. Les modifications donc, sont de cet ordre-là, mais également sur le prix, puisque les entreprises fuvelaines et non fuvelaines, on a modifié le prix. On a mis justement un forfait d'utilisation de ces salles. Qu'est-ce qui justifie un prix aussi
qui battent pour des entreprises. Après, elles sont peu utilisées par les entreprises. On a très peu d'entreprises qui utilisent ces salles. Voilà. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Clao, vous votez pas? Pardon, j'ai pas entendu, madame. D'accord, donc vous êtes pour. Alors, la 3.1, c'est Eric, s'il te plaît. Subvention aux associations, exercice 2020. Le dossier de demande de subvention à compléter par les associations qui souhaitent obtenir un financement de la commune a été revu, ajusté et complété pour que les services instructeurs et les élus disposent de plus d'éléments d'appréciation sur le contenu des activités exercées par l'association et sur l'objet de leur demande de financement. Alors, 2 associations ont à ce jour déposé un dossier valide de demande de subvention et obtenu une subvention en 2020. Il s'agit donc que ces dossiers ont été instruits et font l'objet des propositions de subvention suivantes. Fubo Cœur de Vie, donc c'est l'assistance qui obtiennent en nature de l'assistance logistique aux manifestations. Demander une subvention pour l'année 2020 identique à celle de l'an passé de 15 500 €, dont 8 000 € par le CT2. Une subvention exceptionnelle, toujours pour l'association Fubo Cœur de Vie, de 1 000 €, qui est due notamment à un manque de revenus des les inscriptions, les cotisations, pardon, merci. Les cotisations cette année, notamment à cause du Covid, et des coûts supplémentaires dus au plan Vigipirate, pour notamment l'organisation des événements. Et aussi pour l'association FUBAT, qui a demandé pour la première fois une subvention exceptionnelle de 350 €. Excusez-moi, juste, on a eu la justification de la subvention exceptionnelle pour le Covid, la Covid, pardon. Le manque de revenus de cotisation, vous pouvez vite m'éclaircir un petit peu ce point, s'il vous plaît. En fait, les commerçants, compte tenu du confinement et de la situation économique de l'ensemble des commerçants, l'association des commerçants n'a pas fait d'appel à cotisation cette année. Plus le fait qu'il n'y a pas eu de loto, il n'y a pas eu de marché nocturne, voilà, plus les coûts supplémentaires liés au Covid. Et il faut savoir aussi que le plan Vigipirate sera renforcé également. On l'espère tous. Malheureusement. Ils s'organisent tant bien que mal. À ce jour, oui. C'est en dehors de... On espère. Vous avez d'autres questions? Est-ce que d'une manière générale, il serait possible d'avoir un récapitulatif des aides et subventions qui sont versées aux associations sur 2020? C'est peut-être possible de l'eau, puisque là, j'imagine que ce sont les 2 seules associations qui ont fait la demande pour le moment. Ça fait partie du budget d'une part, et puis après, de toute façon, c'est discuté dans les conseils municipaux. Hein. Ah ben oui, chaque subvention attribuée. D'autres questions? Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'octroyer une subvention de fonctionnement sur l'exercice 2020 aux associations sur les montants listés ci-dessus et d'autoriser Madame le maire à signer les documents nécessaires. Donc, qui est pour? Je ne participe pas au vote. Unanimité, merci beaucoup pour les assos. Nathalie Aubrier va nous présenter la subvention exceptionnelle pour l'association de la Féline Méruillaise. Le maire est habilité à double titre pour mettre fin à l'errance ou à la divagation des animaux. Au titre de son pouvoir de police générale, il détient en vertu de l'article L. 2212
du Code général des collectivités territoriales qui l'habilite à intervenir pour assurer le bon ordre, la sécurité, la sûreté et la salubrité publique, et au titre des pouvoirs de police spéciales que lui attribue le Code rural. Ainsi, une convention a été passée avec l'association La Féline Méroyez, dont le siège social est basé à Fuveau, pour s'occuper bénévolement des félins errants sur le territoire de Fuveau. Outre les mesures de capture qui peuvent être mises à l'œuvre à l'égard des chats errants, ces derniers peuvent également faire l'objet de campagnes de stérilisation. En effet, l'article L211-41 dispose que le maire peut, par arrêté à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans les lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L214-5, préalablement à leur relâchement dans ces mêmes lieux. Aussi, l'association castre et stérilise les chats, les soigne en cas de pathologie ou chirurgie urgente, afin d'éviter toute prolifération et transmission de maladies, et intervient sur signalement et plainte de riverains ou de la commune. Au vu du bilan de l'exercice 2019 présenté et des besoins d'ores et déjà recensés, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'octroyer une subvention de montant de 1 000 € pour l'exercice 2020 et une subvention exceptionnelle de montant de 1 300 € à l'association La Féline Méroyez. Donc il est proposé à l'Assemblée délibérante d'octroyer une subvention de montant de 1 000 € pour l'exercice 2020 et une subvention exceptionnelle de montant de 1 300 € à la Féline Méroyez et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires. Je laisse encore un petit peu de questions. Juste pourquoi une subvention exceptionnelle sur cette année Alors, en fait, la Féline Méroyez, comme toutes les associations, a été un petit peu mise à mal avec la pandémie du Covid. Donc, c'est une association qui vit beaucoup sur les dons, qui ont diminué de plus de moitié, qui vit énormément également sur les collectes qui sont réalisées des fois dans les animaleries, dans les supermarchés, etc. Pareil, il y a les dons et les collectes ont énormément diminué. Donc, c'est une association qui, comme beaucoup d'associations, souffre énormément avec la pandémie. Donc, cette subvention exceptionnelle, on peut dire que c'est une subvention Covid. Ok, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, qui est pour? Merci beaucoup. Donc le rapport 3.3, c'est l'adoption des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux, qui est donc la mise en place à la délibération qui avait été prise, c'était la numéro 14, le 16 juillet 2020. En fait, il n'y a rien qui change du tout à part l'indemnité allouée à Madame Anne Filippetti, qui est donc rentrée en tant que conseillère municipale. Si vous avez des questions. Non, mais on refait notre proposition qui était d'utiliser cette indemnité à la présence au conseil municipal. Très bien. Qui est pour? Merci beaucoup. Passe à l'urbanisme avec la numéro 4.1 pour l'avis de la commune de Fuveau sur la modification numéro 6 du PLU. Daniel, s'il vous plaît. Donc, l'avis de la commune dans le cadre de la modification numéro 6 du PLU de la commune de Fuveau. Donc, les documents d'urbanisme de la commune sont gérés par le PLU depuis le 27 février 2008. Depuis le PLU de Fuveau a subi plusieurs révisions et modifications. Donc aujourd'hui, la modification numéro 6 avait 4 objets. Le premier, il s'agissait d'ajustements réglementaires portant sur les modifications du règlement écrit et graphique correspondant à la ZAC de la Barque et à la ZAC Saint-Charles. Le deuxième, création d'une OAP, une orientation d'aménagement et de programmation à la Barque
afin d'encadrer l'urbanisation du hameau de la Barque. Pour le troisième point, il s'agissait d'une mise à jour des emplacements réservés, modification ou suppression. Et enfin, le dernier point, c'était une modification au pluriel, pour améliorer la lisibilité du règlement écrit et graphique. Donc, concernant les avis de la modification numéro 6 du PLU de FUO, on a fait donc, des demandes, on les a notifiées au PPA et au PPC, donc les personnes publiques associées et les personnes publiques consultées. Parmi les PPA et les PPC, trois réponses ont été réceptionnées. Donc il y a eu la réponse de la DDTM, la Direction départementale du territoire de la mer, la réponse du Conseil départemental de Bouches-du-Rhône et enfin la réponse de Vinci Autoroute, société Escota. Et enfin la réponse aussi de SNCF. La mise en enquête publique du PLU a été décidée par arrêté en date du 26 juin 2020 par Madame Maryse Joissin-Massily, présidente du territoire de PUS et vice-présidente de la métropole Aix-Marseille. L'enquête publique s'est déroulée du mercredi 26 août 2020 au vendredi 11 septembre 2020. Elle a duré 17 jours. Le commissaire enquêteur a recensé 44 contributions, dont 36 contributions sur le registre papier et 8 contributions par voie dématérialisée. Parmi ces 44 contributions, 30 ont été qualifiées hors sujet, 14 hors sujet par rapport à la modification, 14 contributions retenues. Dans ces 14 contributions, 7 sont des contributions pour consultation du dossier et mention à l'observation, et 7 contributions d'intérêt particulier donnant lieu à 7 observations reportées dans le procès verbal des synthèses. Donc ces 7 observations sont des demandes de changement de zonage dans le secteur de l'OAP du hameau de la Barque, ou des demandes d'information ou de suppression d'emplacement réservé. Le commissaire enquêteur a complété ces demandes par 3 observations. La première, sur la forme du dossier soumis à l'enquête publique. Le document sur les OAP constitue une pièce du dossier soumis à enquête publique. Il aurait fallu indiquer sur la page de garde que la seule partie nouvelle était l'OAP numéro 6 de la Barque, sur le hameau de la Barque, tout comme ont été mentionnées les modifications sur la page de garde des autres documents tels que le règlement et la liste des emplacements réservés et servitudes. La deuxième remarque, observation du commissaire enquêteur, portait sur la gestion des eaux pluviales, sur les nouveaux aménagements et sur la zone d'activité de la Barque. Et en fait, la dernière observation, la protection de l'arc, des valas et leurs régicides. Au vu des réponses apportées aux différentes observations formulées, en réponse à la DDTM, le maître d'ouvrage a précisé que cette OAP n'est pas une OAP de programmation, mais une esquisse du devenir de la Barque à long terme. Donc ça n'aura pas droit à du droit à bâtir en fait. Donc on a résumé là-dedans. Ensuite, concernant la seconde réserve de la DTM portant sur la mise en compatibilité avec le SAGE de l'ARC, schéma d'aménagement et de gestion des eaux, pour le risque d'inondation, on a bien noté, en tant que maître d'ouvrage, qu'on prendra en compte cette remarque dans le cadre de l'élaboration du PLUI. Les réponses aux observations d'intérêt particulier sur le zonage confirment les choix retenus par le maître d'ouvrage pour le hameau de la Barque. Le schéma d'aménagement proposé dans l'OAP permet l'extension de l'urbanisation du hameau de la Barque en s'appuyant sur les limites naturelles constituées par les valeurs. Suite, bien sûr, à une étude très poussée de l'OPA sur ce sujet-là. Et enfin, le troisième point, suite aux observations du commissaire enquêteur, le maître d'ouvrage complétera le règlement sur la gestion des eaux pluviales en zone UCA, qui est la zone d'activité du secteur de la Barque. Concernant la protection de l'arc
Sévala et leur piscine, ceux-ci ont été clairement identifiés et seront pris en compte lors de l'ouverture à l'urbanisation dans le cadre du PLUI. Donc le commissaire enquêteur a émis l'avis suivant. La modification numéro 6 du PLU de Furot permet une évolution des documents d'urbanisme répondant aux orientations du PADD, plan d'aménagement et de développement durable de la commune. Donc il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver le dossier de modification numéro 6 du PLU tel qu'il est annexé à la présente délibération, d'émettre un avis favorable à la modification numéro 6 du PLU de Furot et enfin d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Petite question, c'est surtout une question qu'on a posée en tant que néophyte. La demande de modification date de 2018. La modification présentée à l'enquête publique est-elle celle de 2018 ou a-t-elle été réactualisée pour 2020? C'est une question technique que je me posais. En 2018, le dossier. La question technique, la demande de modification date de 2018. La mairie avait posé la demande en 2018. Est-ce que ce qui nous a été proposé en 2020 a été réactualisé ou c'est figé en 2018? En fait, les procédures, dès lors que la compétence l'aménagement du territoire est métropolitaine, la demande faite par les communes à la métropole pour modifier un plan d'urbanisme déjà existant fait l'objet d'une délibération à l'origine, donc il y a une demande qui est faite. Et ensuite, la métropole travaille en fait sur le sujet. Hein, et il y a une présentation de l'objet de la modification. On appelle ça la concertation, hein, à un moment donné, où on propose au conseil municipal de figer à travers le modif les points qui ont été demandés. Et à partir de là, part bien sûr tous les dossiers pour l'enquête publique et ainsi de suite. Donc par rapport à la demande initiale, il n'y a rien qui a été bougé. Parce que la demande initiale portait sur la requalification du quartier de la Barque à travers le OAP, hein, portait sur une modification également sur le secteur d'activité de Saint-Charles par rapport à des accès sur la zone industrielle. Ensuite, ça portait également sur les hauteurs de bâtis dans la zone d'activité de la marque. Et enfin, il y avait des mises à jour d'emplacements réservés. Voilà. Mais la demande qui a été faite au départ, c'est la même à l'arrivée. Sauf que le commissaire enquêteur a complémenté par 3 observations de dire attention, dans votre document d'urbanisme, il faut identifier de façon plus claire les lieux les endroits où se portent les OAP. Pour pas qu'il y ait confusion quand il y a. En fait, cette enquête publique, elle a révélé qu'il y avait confusion dans les OAP. Il y a beaucoup de gens sur les 44 visites qu'il y a eu là, ou contributions, il y en a une bonne partie qui ont été faites sur d'autres sujets en dehors de l'enquête publique. Et parce qu'ils ont entendu parler d'OAP, et OAP des Rajoles, OAP de la Barque, OAP de ci, OAP de là, tout le monde est un petit peu confondu. Donc le commissaire enquêteur a demandé à ce que sur les plans de notre PLU aujourd'hui soient identifiés plus clairement avec des pointillés ou des couleurs, soient identifiés vraiment les OAP et avec leur nom. Voilà. Pour que ce soit beaucoup plus transparent pour la personne qui vient consulter le dossier. Voilà. Donc, les 3 observations qui ont été formulées par le commissaire enquêteur, le maître d'ouvrage et la métropole, en accord, bien sûr, avec la commune de Furot, va les prendre en compte. Les remarques qu'a fait la DDTM, par contre, effectivement, elles n'étaient pas prévues au départ, parce qu'on ne voulait pas aller aussi loin dans l'ouverture de l'urbanisation sur le secteur de la Barque que ce qu'a cru la DTTM à travers son avis.
Hein, puisque lui, il est allé beaucoup plus loin, il a dit attention, quand vous allez ouvrir l'organisation, attention aux zonages qui sont actuellement, alors qu'on ne parlait même pas de zonage dans le l'OAP, c'est uniquement une intention future. Hein, le zonage s'appliquera au moment où on a passé à la phase réglementaire, c'est-à-dire avec le PLUI. Si vous voulez, c'est une deuxième étape. S'il n'y avait pas eu le PLUI en chantier aujourd'hui au niveau de la métropole, il aurait fallu faire une deuxième modification du PLU pour l'ouvrir à l'organisation. L'OAP seul n'ouvre pas le droit à bâtir. C'est qu'une intention. Voilà. Et après, pour le deuxième sujet qu'a relevé l'État, par rapport à la mise en compatibilité du risque d'inondation sur la marque, parce que l'État, en 2017, a fait une étude sur le bassin universel de l'Arc à l'entier et a déterminé des risques d'inondabilité sur toutes les communes. Mais nous, on avait fait ce travail-là bien avant, au niveau du PLUI, c'est-à-dire en 2008, avec les données et les techniques qui existaient à l'époque. Aujourd'hui, l'État est allé beaucoup plus loin et il nous demandait, à travers cette modification, de mettre en place le sage de l'art, c'est-à-dire les derniers documents qu'ils avaient en possession. Et ce n'était pas l'objet non plus de notre modif. Ça aurait pu mettre en l'air et avoir des conséquences néfastes sur notre modification, puisque ce n'est pas la bonne procédure pour faire cette opération-là. Donc dans le cadre du PLUI, on prendra en charge, à travers les cartes et les droits à bâtir, on prendra à travers ces documents, on prendra en charge l'étude de l'État. Voilà. Nous, là, on est resté sur l'étude qui était fournie au PLU de 2008, qui est beaucoup plus contraignante que celle de l'État, d'ailleurs. Est-ce que j'ai été assez clair? Ça va. Maintenant, je tenais à rebondir aussi, parce qu'on s'est aperçu cette demande, comment dire, chez les habitants, a activé beaucoup, puisque nous savons qu'il y a eu 500 personnes qui ont été regarder les dossiers sur Internet. Il y a eu 200, si mes souvenirs sont bons, je n'ai plus là en tête. Donc, les habitants de Fuveau sont très motivés par le PLU. Donc, je voudrais demander à Madame le maire, nous, les élus de la minorité, pensons qu'il est très important de se préparer pour l'élaboration du PLUI. Par conséquent, nous voterons contre la modification numéro 6 du PLU pour attirer votre attention et nous vous demandons la création d'une commission pour la révision du PLU de Fuveau en vue de l'élaboration du PLUI. Vous votez contre, c'est votre droit le plus strict et il n'y a aucun problème sur le sujet. Je ne vois pas le rapport, mais il n'y a pas de souci. Quand vous dites qu'il est temps de se préparer, ne vous inquiétez pas, on s'y prépare et on y travaille depuis déjà plus de 3 mois. Donc sur le sujet, il n'y a aucun souci. On avait l'intention justement de vous inviter à une réunion d'information. Si vous souhaitez vous y joindre, on le fera très volontiers. Je demande plus qu'une réunion d'information, je demande aussi une participation, non seulement de nous, mais aussi des Fuvelins, à cette réflexion-là. Je tiens ici un petit document, j'en profite, qui n'a pas été élaboré par nous, mais qui a été élaboré par ce qu'on pourrait appeler le Pays d'Aix. Le texte écrit derrière cette page que je peux vous donner, c'est « Le territoire du Pays d'Aix est l'un des 6 territoires qui composent la métropole Aix-Marseille-Provence. Le territoire s'est engagé dans l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal, PLUI, à l'échelle de ces 36 communes. C'est une démarche déterminante qui démarre dans un nouveau contexte institutionnel, avec des enjeux forts en termes d'environnement, d'habitat, de transport pour le Pays d'Aix. Le PLUI sera l'expression d'un projet de territoire partagé pour les 15 ans à venir. Il traduira l'ambition du Pays d'Aix pour construire un territoire éco-responsable alliant proximité et attractivité. C'était le Pays d'Aix qui a proposé ça.
qui avait proposé des réunions l'an dernier, dont nous avions participé l'an dernier. Et il demandait, il disait que c'était chacun a un rôle à jouer dans les différentes phases de l'élaboration du PLUI, les élus, les acteurs du territoire, les habitants. Il s'agit en effet de construire ensemble l'avenir du territoire de demain et d'en fixer les grandes orientations. Voilà, c'est pour ça que, ça ne vient pas de nous, hein, ça vient du territoire du Pays d'Aix. Donc c'est pour ça que je vous demandais plus une réunion, mais vraiment une participation. Merci Madame. Monsieur Targaba, j'avais bien compris. Simplement, vous imaginez bien que pour élaborer un PLUI, ça ne se fait pas en 3 minutes. Donc, bien entendu, qu'on va élaborer des comités techniques en y invitant les Fuvelins sans aucun problème, puisque c'est notre manière de fonctionner, on l'a toujours fait, quoi que vous en disiez. Donc, en ça, il n'y a pas de souci, mais dans un premier temps, il faut bien faut bien commencer par quelque chose. Et comme on fait une réunion d'information pour nos conseillers majoritaires, on voulait vous y inviter. Vous viendrez pas, il n'y a aucun souci, vous ferez comme vous voulez. Par contre, on comptait bien le faire. Donc voilà. Ensuite viendra les comités techniques, viendront les consultations avec les habitants, bien entendu. Mais bien sûr que nous, il faut quand même qu'on y fasse un état des lieux au départ. On ne va pas arriver avec une feuille blanche parce que je rappelle que le PLUI, pour le Conseil de territoire du Pays d'Aix, pour le CT2, Madame Joassin souhaite qu'on rende notre copie fin 2021. Tant vous dire que si on arrive avec une feuille blanche aujourd'hui, fin 2021, on l'aura jamais rendue. Donc notre travail d'élu aujourd'hui, c'est de faire un état des lieux, c'est de compiler, et vous verrez le plaisir, parce que c'est même plus la quadrature du cercle, je pense que c'est encore pire, mais vous verrez ce que nous impose l'État, ce que nous imposent les différentes lois que vous connaissez aussi bien que moi, donc les lois SRU et les lois neutres, etc. Et les lois ALUR également. Donc vous verrez qu'il y a beaucoup d'inconnus. C'est une équation avec beaucoup d'inconnus et on ne sera pas suffisamment pour la résoudre. Donc il n'y a aucun problème pour que vous joigniez à nous. On vous viendra volontiers, mais si vous voulez bien, laissez-nous le temps quand même de faire l'état des lieux et de vous présenter des supports de travail. Parce qu'il faudra vraiment qu'on travaille lors de ces réunions. Voilà. Il n'y a pas de problème. Nous avons aussi fait, nous aussi, un état des lieux et nous serons tout à fait prêts à vous aider à faire cet état des lieux. Non. Honnêtement, aujourd'hui, l'état des lieux, il est fait par la métropole et les élus. La métropole souhaite des rendez-vous pas publics. Voilà. Donc non, l'état des lieux, excusez-nous, mais il est fait par les élus et l'administration. Par contre, après, très volontiers pour en décider ensemble, une fois qu'on aura fait notre état des lieux, l'état des lieux, de toute façon, si vous le faites, vous arriverez à la même chose que nous, normalement, puisque c'est de l'existant, non? Oui, mais c'était pour vous aider. C'est gentil, dire que merci. vous avez demandé des gens, et nous sommes là, et il n'y a aucun souci. Mais bien sûr, on vous y invitera très volontiers. Merci beaucoup, madame. Je voudrais apporter quand même quelques compléments d'information. On ne part pas d'un feuille blanche, hein, attention. Le PLU, ça s'inscrit dans une procédure longue. Le PLU a été initié par le Pays d'Aix il y a quand même de nombreuses années. Il y a eu un audit, il y a eu un rapport, un diagnostic qui a été fait. À la suite du diagnostic, qui a duré 2-3 ans, où toute la population a été sollicitée à travers des réunions, à travers les bureaux d'études du Cantal. Il s'en est suivi ce qu'on appelle un PADD, avec 47 objectifs, ce plan d'aménagement et de développement durable, qui est un document supra. Ça veut dire que les PLUI vont devoir être conformes à ce document-là. Il a quand même été voté par le Conseil de territoire numéro 2 l'année dernière, en 2019, et il s'impose au PLUI. Voilà.
Donc les 46 objectifs, ils sont publics, vous pouvez les voir. Ça suit ce que l'audit montrait des besoins du territoire. Et les PLUI, aujourd'hui, ça va être uniquement ça va être la transcription réglementaire pour chaque commune de ces objectifs-là. Donc il y a 7 grands objectifs, et dans chaque objectif, il y a des sous-objectifs. Hein. Il y en a 7. Donc il y a l'objectif environnemental, il y a l'objectif économique, il y a, je ne me rappelle plus les noms des 5 là, mais il va falloir que le PLUI soit conforme à ça. Sinon, le PLU ne pourra pas être voté. Il sera non conforme et il faudra redémarrer la procédure au départ. Voilà. Donc aujourd'hui, on est dans une étape qui a déjà été engagée, c'est-à-dire que le train, déjà, il roule déjà vers un objectif. Hein. On n'est pas à la gare de départ. Quoi. Cela que j'avais bien compris, puisque je n'étais pas là avant, mais j'aimerais bien participer à cette élaboration du PLU de façon à ce qu'il s'intègre correctement dans le PLU, sans problème. Merci encore, Monsieur le Gouverneur. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Allez, la délibération 5.1 pour les travaux. Bon, il s'agit d'une convention, c'est tout à fait classique entre le département et la commune pour l'entretien du gératoire de l'Europe et de la voie que l'on a réalisée sur le 46, tout simplement. Donc ça prend en charge, c'est-à-dire qu'on a réalisé des travaux sur le domaine du conseil départemental. Et en échange, le conseil départemental nous a autorisé à faire ces travaux, mais en contrepartie, on passe de convention avec lui pour qu'on en fasse l'entretien. Voilà. Donc vous voyez que l'entretien, il porte sur la voie verte, l'éclairage public, les regards à vapeur, les madrilles en bois, la signalisation horizontale, enfin, tout est listé. Donc là, il s'agit tout simplement d'autoriser Madame la maire à signer cette convention d'entretien de ces équipements que la commune a réglés, bien sûr, à travers un marché public communal sur le domaine du département, et qui sont impactés par la nouvelle voie verte entre le gératoire de l'Europe et le carrefour avec le chemin des Vertus et le D46 entre le département et la commune de Fugaux. Alors moi j'ai une question qui va dans le prolongement de cette voie verte. Il était question de travaux fin 2019 d'une voie verte sur la RD 96 entre le rond-point de l'Europe et le quartier Bourguillon, pour une piste cyclable des piétonnes. Je voulais savoir si vous avez des informations à nous donner par rapport à ces travaux. L'acquisition du foncier par le département pour réaliser cette voie verte est en cours. Ouais. Vous avez une visibilité quelconque ou pas? Oui, je crois qu'ils ont des difficultés pour acquérir le foncier, effectivement. C'est bon, c'est résolu. Bon, merci. Ils ont revu un petit peu le projet, c'est bon. Et ça pourrait démarrer quand alors? On devrait nous le présenter avant la fin de l'année, le nouveau parcours. Là. Et bon, maintenant. Voilà. Merci. Il n'y a plus de questions? Alors, qui est pour? Merci beaucoup. Et la délibération 5.2, donc concernant la convention de la métropole d'Aix-Marseille-Provence pour la commune de Fugaux pour la maîtrise d'ouvrage unique pour la RD 46 sur l'avenue Louinet, puisqu'il y a des travaux qui sont faits, qui auraient dû être présentés le 10 novembre prochain. Mais avec les différentes dispositions, on va avoir du mal à tenir une réunion publique. Et là, c'est pour la création du génie civil pour le réseau de vidéosurveillance.
C'est le même schéma que la précédente. Par contre, pour la commune, effectivement, il y a la pose de fourreaux pour assurer une fibre optique pour relier tout ce qui est vidéosurveillance. Donc c'est pour ça que cette délibération nous est présentée, puisque ça va se passer sur un foncier qui appartient au conseil départemental. Et l'entretien, bien sûr, c'est lui qui va prendre en charge. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Donc, il nous reste à répondre à une question orale, donc la question numéro 3. La question numéro 4, nous vous répondrons au prochain conseil. Donc je vous écoute pour la lecture de la question numéro 3. Il s'agit d'une question qui concerne les travaux de la Greda Barque. Des travaux ont démarré pendant l'été sur la zone d'activité de la Barque. Pouvez-vous nous indiquer la nature exacte des travaux et la nature des activités qui seront accueillies? S'agit-il d'un projet privé ou bien la municipalité est-elle partie prenante du projet? La municipalité est-elle intervenue dans la définition du cahier des charges en prenant en compte les besoins et attentes des entreprises riveraines ou des porteurs de projets? Donc il s'agit bien d'un projet privé sur un terrain privé situé dans une zone d'activité économique. L'aménageur Arte Park va réaliser plusieurs immeubles de bureaux d'entreprise et commerces en rez-de-chaussée qui seront vendus en VFA, donc c'est une vente en état futur d'achèvement. À ce jour, une seule vente à une entreprise éditrice de logiciels en pleine croissance a été confirmée, d'autres sont en pourparlers. La municipalité ne peut en aucun cas s'immiscer, vous le comprendrez bien, et définir le contenu d'un projet qui n'est pas le sien. Il est bien évident que le promoteur, avant de se lancer, a fait une étude de marché et connaît les attentes des porteurs de projets. Par ailleurs, des échanges réguliers ont lieu avec l'élu délégué au développement économique et au commerce, donc Guillaume Volant. Pour autant, au moment de l'instruction du permis de construire, la municipalité est intervenue sur la hauteur et le positionnement des immeubles afin de conserver une vue sur la Sainte-Victoire. Je vous souhaite une excellente soirée. Le conseil municipal est terminé.